Bonjour à tous, chers téléspectateurs de TV Liberté, et bienvenue dans le numéro 504 d'Immédiat, l'émission de décryptage des médias. Bonjour Jean-Yves et bon retour parmi nous. Vous nous avez manqué après cette trêve estivale et je vois que vous êtes venu en mode été là. Bonjour Lucas. Oui, je suis venu en mode été, effectivement, c'est la prolongation de l'été, en quelque sorte, mais surtout pour présenter, je vais faire un peu de la publicité clandestine, présenter ce modèle de polo qui est fait par une entreprise non-woke, anti-wokiste, APER. Vous voyez, il y a un sanglier. APER, c'est ça ? APER. Il y a un sanglier, c'est du tissu de qualité. Ça vient de France ou d'Europe, c'est fait par des locaux et donc c'est très très bon esprit. Donc voilà, je voulais faire connaître ce produit et cette ligne de produits plus exactement. Voilà, et vous aurez là le lien dans la vidéo. Aujourd'hui, dans l'image de la semaine, nous reviendrons sur l'incendie d'une église dans le Pas-de-Calais par un multirécidiviste. Nous vous dirons ce que les médias taisent sur le profil de l'incendiaire. Le dossier du jour sera consacré aux tergiversations du président de la République pour nommer son Premier ministre et les enjeux de loges et de médias derrière ce choix. Les pastilles de l'info ne seront pas oubliées. Le portrait piquant du jour sera consacré à Laure Mandeville, surnommé affectueusement par Claude Cholet « Bon baiser de Washington ». N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos proches et de vous abonner, petite nouveauté, à la newsletter que TV Liberté vous propose sur son site internet tvl.com. C'est parti pour le Immédiat numéro 504. Image de la semaine, incendie d'une église par un multirécidiviste. L'église de l'Immaculée Conception de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, a été détruite par un incendie dans la nuit de dimanche dernier. Déjà rénovée en 2018, les dégâts sont considérables. Le clocher s'est effondré. Et selon un décompte de l'Observatoire du patrimoine religieux, 27 églises ont été incendiées en 2023 et 12 rien que sur les 6 premiers mois de 2024. Et les actes antichrétiens se multiplient. Et voici une carte que les médias de grand chemin ne vous montreront pas, relayée ici par Jean-Frédéric Poisson. La carte des églises qui ont subi un incendie depuis 5 ans s'ajoute aujourd'hui celle de l'Immaculée Conception. Or, dans le traitement médiatico-politique de cette affaire, on constate un 2 poids, 2 mesures dans l'attaque des lieux de culte en France. En effet, le ministre de la Culture, Rachida Dati, évoque l'incendie de cette église comme une attaque contre le patrimoine religieux. Alors Jean-Yves, assiste-t-on à de la christianophobie ou simplement une attaque contre le patrimoine religieux, comme le dit Rachida Dati ? Ça fait partie du patrimoine religieux, effectivement. Nos églises font partie du patrimoine français, bien sûr. Simplement, si on remonte simplement à 20 ans ou 30 ans, les églises ne brûlaient pas. Ou très peu d'églises brûlaient. Il pouvait y avoir un accident, mais c'était rarissime. Aujourd'hui, on le voit, il y a un incendie d'église 1 ou 2 fois par mois. Il y a eu l'incendie aussi de Notre-Dame, qui est plus qu'une église quand même. Et il est évident qu'il y a derrière ça des motivations ou un climat idéologique hostile à l'héritage catholique de la France. Oui, ça me paraît incontestable. Les églises ne brûlaient pas il y a 30 ans. Et elles brûlent aujourd'hui par le fait d'incendiaires. On a affaire quand même à un récidiviste qui n'en est pas à son coup d'essai en matière d'attaque d'église. Mais silence médiatique, comme le montre cette revue de presse, l'individu avait déjà pourtant été remarqué, pour le moins, en 2019, 2021 et 2022. L'incendiaire Joël Vigoureux, car tel est son nom, a déjà tenté de détruire par le feu une quinzaine d'églises, condamné 25 fois. Et récidiviste, donc le jour de sa dernière sortie de prison en 2021, il avait écopé de 3 ans et demi de réclusion. Joël Vigoureux viendrait donc de récidiver à nouveau. Et Jean-Yves, comme vous le soulignez, une simple question.
Est-ce qu'un délinquant qui aurait incendié 15 mosquées ou 15 synagogues aurait été libre? On a donc une petite idée quand on ressort cet article du Point. Un charcutier avait écopé de mois de prison pour avoir déposé des lardons devant une mosquée, ou encore le policier qui avait tué l'attaquant de la synagogue de Rouen. Jean-Yves, il y a autre chose que les médias occultes. Au-delà de ces probables troubles psychologiques, l'assaillant semblait motivé par des raisons idéologiques et politiques pour son acte. Oui, alors effectivement, on a retrouvé, notamment François Dessouche a retrouvé les posts Facebook de ce personnage et qui montrent des affinités d'extrême gauche, une proximité avec les antifas, des affinités islamistes, des affinités pro-palestiniennes, donc il y a tout un ensemble idéologique derrière ce personnage. Alors, il est peut-être un peu détraqué, oui, mais le fait d'être détraqué n'explique pas l'orientation de ces actes de détraqué. Or, ces actes de détraqué correspondent effectivement, par ces attaques d'église, à son idéologie qui est une idéologie d'extrême gauche. Et c'est vrai que dans les incendiaires d'église, il y a quand même deux grandes catégories, on peut dire. Il y a des islamistes et il y a des extrémistes de gauche. Alors on peut évidemment mettre tout ça sous l'angle détraqué, mais il y a un peu plus que cela. Donc il y a vraiment, le constat, Jean-Yves, une différence de traitement dans la répression en fonction que vous attaquiez une église ou un autre lieu de culte. Oui, alors il y a des choses qui paraissent graves pour l'État, qui est l'attaque d'une synagogue ou l'attaque d'une mosquée. Et là, l'appareil répressif est efficace. L'appareil répressif en France, il est efficace. Mais il est efficace quand il y a une volonté politique. Si on touche à une mosquée, si on touche à une synagogue, il y a une volonté politique de répression efficace. Y compris, on décore le policier qui a tué l'incendiaire ou le gars qui avait lancé un cocktail Molotov sur une synagogue. Donc l'appareil répressif, il est efficace quand c'est une priorité de l'État. Pour les églises, une église brûle, ça n'intéresse pas beaucoup, un château d'ailleurs, ça n'intéresse pas beaucoup les préfets, ça n'intéresse pas beaucoup les procureurs, ça n'intéresse pas beaucoup la police, donc ça n'intéresse pas beaucoup les juges, donc on laisse filer. Voilà. L'appareil d'État est efficace quand il veut être efficace, et il laisse filer ce qui lui paraît négligeable ou secondaire. Et qu'est-ce qui lui paraît négligeable ou secondaire? C'est tout ce qui correspond finalement au peuple historique français. Après avoir vu le traitement médiatique de l'incendie de cette église dans le Pas-de-Calais, place au dossier du jour consacré au choix du Premier ministre français, qui à l'heure où nous enregistrons cette émission n'est toujours pas nommé. C'est parti pour le dossier du jour. Premier ministre, un choix de loges et de médias. Peut-être qu'enfin, lorsque cette émission sortira sur vos chaînes, et le successeur de Gabriel Attal sera enfin connu. C'est loin d'être sûr. Hein. Oui, on verra. C'est loin d'être sûr. Réponse dans quelques heures. Oui, ou quelques jours, ou quelques semaines, ou quelques mois. En tous les cas, Emmanuel Macron tergiverse, ça c'est sûr, et il enchaîne les consultations de tout le personnel politique, à droite, à gauche, et au vrai... Et même au RN. Même au RN, vous voyez. Et au vrai, cette situation de blocage, elle est un petit peu normale quand même. Hein. Tant il est désavoué, ce président Macron. Rappelez-vous notamment ce que le même Emmanuel Macron de 2019 disait pendant la crise des Gilets jaunes. Le peuple français peut dire « j'ai confiance dans votre projet, donc je vous redonne une majorité pour le faire ». La réalité, si on allait au bout de la logique, c'est que le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un vrai désaveu en termes de majorité. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais et qui est la seule qui peut accompagner le fait d'assumer les fonctions qui vont avec. La réalité, c'est que le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un désaveu en termes de majorité. Jean-Yves, le Emmanuel Macron de 2024 devrait prendre conseil auprès de celui de 2019 ? Bah oui, effectivement, puisqu'il avait déclaré, moi, je suis, au moment de la crise des Gilets jaunes, il a dit je suis légitime parce que j'ai une majorité. Mais si j'avais pas une majorité, je partirais. C'est un peu ce qui se passe. En tous les cas, l'option de Lucie Castel, illustre inconnue mise en avant pour être Premier ministre du nouveau Front populaire, a été vite balayée par Emmanuel Macron. Le président n'a carrément pas respecté Lucie Castel, comme le souligne le conte parodique Le Gorafi.
En partant de l'Élysée, Emmanuel Macron a demandé à Lucie Castet de descendre les poubelles. Bon, c'est de l'humour, mais Jean-Yves, pourquoi Emmanuel Macron a-t-il mis autant de temps à se décider? Cela montre bien que toutes les personnalités politiques ne sont pas interchangeables, qu'il y a véritablement plusieurs lignes possibles pour le pays. Il n'y a pas forcément plusieurs lignes possibles, parce que qu'est-ce qui est à l'origine de la situation politique actuelle? C'est l'alliance qui s'est faite au deuxième tour des élections législatives du LFI au LR maintenu Wauquiez-Marleix. Ils ont voté les uns pour les autres. Donc, ils devraient accepter de gouverner ensemble pour faire, au fond, une politique. Alors, il y a une différence, effectivement. Il y a l'extrême centre d'un côté, l'extrême gauche de l'autre, qui sont d'accord sur tous les sujets sociétaux, mais qui sont en désaccord, un peu plus en désaccord sur les sujets économiques. Mais c'est à eux de se débrouiller. Ils se sont fait élire les uns les autres. Ils doivent pouvoir gouverner ensemble, à eux de chercher. Donc il y a vraiment un système, finalement il n'y a pas de possibilité d'en sortir selon vous J'observe tout de même que les derniers candidats dont on a parlé, je laisse de côté Michel Barnier, les derniers candidats dont on a parlé ont tous un point commun, ce sont des appartenances maçonniques et des appartenances maçonniques au Grand Orient. C'est évidemment le cas de M. Baudet, le président du CESE, c'est évidemment le cas de M. Cazeneuve, le socialiste, c'est aussi le cas de M. Bertrand, puisque c'est tout à fait officiel s'agissant du cas de M. Bertrand. Donc il y a au fond une sorte de consensus entre guillemets républicain, qui est un peu le mot qui vise à cacher les appartenances maçonniques. La franc-maçonnerie, donc société de pensée et réseau influent dans le pouvoir, suscite mystère et controverse, mais aurait quand même perdu de sa superbe durant les dernières décennies. Néanmoins, on voit que les loges maçonniques gardent une certaine chasse gardée sur le pouvoir. On se souvient notamment de François Hollande, président de la République, déclarant alors la chose suivante. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. La déclaration de François Hollande est antérieure à son élection à la présidence de la République. Mais elle n'est pas incompatible avec son élection postérieure à la présidence de la République. Mais cette influence de la franc-maçonnerie avait notamment été relevée sur le plateau de CNews, un extrait passé relativement inaperçu. Disons la vérité, le CESE notamment, et Thierry Baudet en particulier, on pourrait recréer ce qu'on appelle l'amicale parlementaire. L'amicale parlementaire, c'était, on le sait, entre des frères, qui étaient députés, et des frères qui sont sénateurs. Voilà. Donc Thierry Baudet s'inscrit dans une sorte de réseau, de vieux réseau de la Troisième République. Et moi, ce qui est révélateur, c'est que finalement, c'est l'échec d'Emmanuel Macron. Avec l'influence des loges, c'est ce que vous voulez dire. Oui, bien sûr. Non, mais vous voulez parler. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure. L'influence des francs-maçons, c'est ce que vous voulez dire. Bien sûr, il remettait d'équerre, il allait remettre d'équerre, etc. Oui, alors le CESE, effectivement, c'est vraiment un nid de francs-maçons et un nid où il y a à peu près toutes les tendances de la maçonnerie, les sensibilités, les différentes loges, y compris au sein de la même obédience. J'ai une anecdote assez amusante. Il y a une vingtaine d'années, le gouvernement avait nommé, c'est à l'époque de Chirac président, avait nommé comme secrétaire général, non pas comme membre, mais comme secrétaire général du Comité économique, social et environnemental, un préfet qui s'appelle toujours d'ailleurs Christian Dors, et qui est un homme plutôt conservateur, catholique, etc. Et il avait demandé à ceux qui l'avaient nommé, au cabinet de M. Chirac, mais enfin écoutez, pourquoi vous me nommez là? Vous savez bien que moi, je ne suis pas franc-maçon, je suis Tala, et on lui avait dit, mais écoutez, c'est précisément pour ça que l'on vous nomme, parce que vous serez impartial, vous pourrez arbitrer entre les différentes sensibilités, loges et sous-loges. Donc le fait que M. Baudet soit franc-maçon du Grand Orient ne fait pas l'ombre d'un doute, toute sa carrière en témoigne. Et si vous allez d'ailleurs à Niort, je vous conseille de faire vous
traverser, pas Niort, pas le centre-ville, la périphérie de Niort. Niort, c'est la ville des mutuelles. Et vous voyez beaucoup d'immeubles, de bureaux, de mutuelles, et qui ont tous des symboles maçonniques, des triangles, des choses comme ça là. Voilà. D'accord. Voilà, il suffit de tourner, faites le tour de Niort, vous verrez. J'irai voir. Mais C'est pas très beau. Non, mais j'irai voir quand même. Voilà, mais c'est instructif. Mais l'appartenance probable de Thierry Baudet à une loge maçonnique a été évoquée donc sur CNews. Mais parmi les candidats au poste de Premier ministre, il y avait d'autres membres de ce club fermé. Et vous l'avez fait remarquer, c'est notamment Xavier Bertrand, dont les préférences là sont pour le coup carrément affichées sur la fiche Wikipédia. Membre des Fils d'Isis, rien que ça. L'ancien ministre du Travail de Nicolas Sarkozy l'avait publiquement affirmé dans les médias, ici dans l'Express. Jean-Yves, c'est assez contre-intuitif puisque Xavier Bertrand est classé à droite. Pourtant, il était au Grand Orient de France, loge plutôt classée à gauche. Si je ne m'abuse, il aurait donc plutôt dû appartenir à la Grande Loge nationale de France. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu à nos téléspectateurs ? Oui, alors, dans les milieux où il y a beaucoup de francs-maçons, par exemple le ministère de l'Intérieur, il y a effectivement une alternance, c'est un peu le passage du Grand Orient, quand c'est la gauche, à la Grande Loge nationale de France, quand c'est la droite, qui n'a pas du tout la même sensibilité. Effectivement, c'est assez intéressant de voir que M. Bertrand, qui est présenté de droite, mais enfin, c'est un peu de la fiction, M. Bertrand, lui vient du Grand Orient, qui est quand même une obédience clairement engagée à gauche et assez nettement sectaire, même si, comme dans toutes les institutions, il y a des hommes différents les uns des autres, mais le Grand Orient, c'est quand même une certaine idéologie et, objectivement, un certain sectarisme. Ainsi, en loge, il y aurait des différences, mais que ce soit à gauche ou à droite, on choisirait dans un même panel global. Et moi, une question que je me pose, c'est quand même, est-ce que c'est pas du folklore aujourd'hui ? Est-ce que les loges ont vraiment l'influence qu'elles ont pu avoir lors de la Révolution française ou de la Troisième République ? Ah bah, je crois que c'est un groupe de pression, un groupe d'influence qui reste puissant, mais qui est en partie supplanté par d'autres groupes d'influence, d'autres lobbies. Je pense par exemple au lobby LGBT ou même au lobby islamiste. Donc ils sont moins monopolistiques qu'ils ont pu l'être, mais ils continuent d'avoir de l'influence, notamment sur les sujets de société. C'est eux qui ont contribué à préparer le projet de loi, par exemple, sur la fin de vie. Donc, ils continuent d'avoir, oui, une certaine influence, absolument. Moins, sans doute, qu'avant. Voilà. Et on peut en parler, je dirais, serais tenté de dire qu'on peut en parler librement. La preuve, c'est sur CNews. Voilà, même sur CNews, ouais. Et même sur TV Liberté. Ah oui, un espace de liberté, justement. Mais pour revenir sur l'extrait de CNews, où le chroniqueur évoque l'appartenance à la franc-maçonnerie de Baudet, il y a un aspect médiatique à analyser qui est assez intéressant. Pascal Praud, face aux propos de son chroniqueur, peut-être par conviction en partie, mais aussi au nom de la notion de maîtrise de l'antenne, sur laquelle nous allons revenir, contrebalance le chroniqueur. Non, mais c'est pas un délit d'être franc-maçon. C'est pas un délit. C'est un humanisme. Je vois pas pourquoi. Les valeurs maçonniques sont des valeurs de laïcité, républicaine, également humanistes, et elles sont non seulement tout à fait respectables, mais la maçonnerie a eu une influence très forte dans la vie politique française. Ah oui, la dernière grande loi maçon, je termine, c'est la loi Neuwirth, du début des années 70. Jean-Yves, que peut-on dire sur cette reprise en main de la conversation par Pascal Praud ? Praud est un peu gêné parce que c'est des choses qu'on ne dit pas, normalement. Et donc, Massès Caron, qui est un bon journaliste politique, lui rappelle qu'il y a des fraternelles parlementaires entre les sénateurs et les députés qui sont tous dans des appartenances de ce type. Bon, voilà. Mais ça ne se dit pas en général. Voilà. Donc, Praud est gêné. Et puis, surtout, il a une responsabilité de maîtrise de l'antenne. Il ne veut pas que le propos soit interprété comme antimaçonnique par l'ARCOM, et que l'ARCOM retape sur les doigts de CNews. Donc, voilà, il maîtrise l'antenne. Donc, il fait l'imbécile un peu. Ah, mais comment mais vous croyez voilà. C'est le jeu, si vous voulez, voilà.
Voilà, comme ça, il pourra dire alors comme non, moi j'ai arrêté ce dangereux Massé Scarron. Il prend même le parti de la maçonnerie en disant c'est l'humanisme, c'est la République. Oui, voilà, il évoque le rôle, au fond, ce que j'ai fait, il le dit de manière positive en disant il joue un rôle dans les valeurs, dans les projets de réforme sociétale, oui. Donc Jean-Yves, ce que fait Pascal Praud, c'est au nom de la maîtrise de l'antenne. Est-ce que vous pouvez nous définir cette notion de maîtrise de l'antenne ? La maîtrise de l'antenne, c'est une exigence de l'ARCOM, l'agence de régulation et de censure de la communication. C'est quoi la maîtrise de l'antenne ? C'est si, par hasard, il y a un propos politiquement incorrect qui est tenu par un intervenant ou un invité. Celui qui dirige l'émission doit dire « Ouh là là, je ne peux pas vous laisser dire ça », ou doit reprendre les choses en main, marquer sa distance. Voilà. C'est-à-dire qu'on tolère quand même l'expression d'opinion inconvenante ou politiquement incorrecte, à condition qu'il y ait quelqu'un qui dit « Attention, attention, attention ». C'est ce que fait Praud, mais c'est ce qu'ont tendance à faire tous les gens qui sont dans cette situation. Mais selon le sacro-saint ARCOM, notre chef suprême et infaillible, la maîtrise de l'antenne est une obligation générale. L'action de l'ARCOM se base sur une obligation commune à tous les éditeurs, celle de maîtriser l'antenne. L'éditeur est responsable de ce qu'il diffuse et doit se porter garant des propos tenus à l'antenne. Et cette règle s'est appliquée récemment à travers plusieurs illustrations. Pascal Praud, lui encore, qui avait repris un chroniqueur, en l'espèce Richard Millet, qui dénonçait la récupération politique de l'homosexualité de Lucie Castet. Comment s'appelle cette femme blonde ? Lucie Castet. Lucie Castet. Elle n'est pas blonde. Elle est sortie toute seule, elle aussi, non ? Oui. Elle n'est pas sortie toute seule. Elle a été choisie par le nouveau Front Populaire. Qui c'est cette femme ? On va choisir une inconnue, c'est un groupe sexuellement incorrecte, en plus. Tout ça, ça va ensemble. Qui est de gauche. Enfin, vous voyez. Attendez, parce que là, qu'est-ce que vous avez dit sur le modérateur que je suis doit rectifier. On choisit une inconnue et on regarde son profil. Oui. Par hasard, si vous voulez, son orientation sexuelle, comme on dit, est tout à fait correcte, etc. Mais ça veut dire quoi, une orientation sexuelle correcte? Je veux dire, c'est l'ensemble des choses. Non, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Oui, alors là, c'est très intéressant parce que qu'est-ce que c'est que Lucie Castet ? Lucie Castet, c'est une énarque de gauche quadragénaire. Des énarques de gauche quadragénaires, il y en a des dizaines. Pourquoi on a pris Lucie Castet ? Qu'est-ce qui était le plus de Lucie Castet ? C'est elle-même qui s'est mise en scène en disant « mais je suis homosexuel, ce qui est sa vie privée, et j'ai même un enfant, on a même un enfant en couple. On ne sait pas où est le père, mais enfin passons. » Et donc elle a utilisé ça. Ça a été un élément de son narratif médiatique. Donc elle a joué là-dessus. Mais quand Millet revient là-dessus, à ce moment-là, Praud se croit à nouveau obligé de maîtriser l'antenne pour satisfaire aux exigences de l'ARCOM. Sur l'ARCOM, on ne peut que renvoyer ceux qui nous regardent au numéro 502 d'Immédiat que vous avez consacré à l'ARCOM, Lucas. Allez voir ce numéro spécial d'Immédiat, c'est très important. L'ARCOM, c'est l'organisme qui nous censure. Mais on voit que sur cette notion de maîtrise de l'antenne, l'étau se resserre autour de la liberté d'expression, notamment quand on voit ce que disait le même Richard Millet il y a quelques années. Je suis hanté par la question de l'identité. Non seulement mon identité, mais aussi l'identité nationale. Quelle horreur, bien sûr, aussi. Je voudrais dire que, par exemple, je prends quotidiennement le RER, que pour moi, la station Châtelet-Léal à 6 heures du soir, c'est le cauchemar absolu, surtout quand je suis le seul blanc. Donc, est-ce que j'ai le droit de dire ça ou pas ? Est-ce que c'est faire le jeu du Front National de M. Guéant, de je ne sais qui ? Non, il y a une douleur pour moi à me poser la question de savoir dans quel pays je suis, ethniquement, racialement, religieusement, etc. Alors Jean-Yves, quand on voit ces extraits, on peut se demander qui est ce monsieur Richard Millet ? Alors, Richard Millet est un grand écrivain français. Il a une grande carrière de directeur littéraire, d'éditeur chez Gallimard. Il a amené des prix Goncourt chez Gallimard. Donc, c'est un grand nom d'édition française.
ou plus exactement, devrais-je dire, c'était un grand nom de l'édition française, puisqu'à partir du moment où il a commencé à diverger dans un certain nombre de livres, on le voit d'ailleurs là dans son affirmation, il est évidemment très divergent par rapport au politiquement correct, il a été brisé, il a été cassé, il a perdu ses éditeurs traditionnels et il est maintenant édité à la Nouvelle Librairie, mais il a perdu ses éditeurs traditionnels et il a perdu son poste de directeur littéraire chez Gallimard. Il a été brisé, il a été broyé, un peu comme Renaud Camus. Voilà. Honneur aux hommes libres. Mais cette dureté de Pascal Praud, elle est compréhensible, parce que le groupe Canal a en particulier écopé de plusieurs condamnations pour le non-respect de cette fameuse maîtrise de l'antenne, comme le rappelle ici CB News. Et dernier exemple de perte de la fameuse maîtrise de l'antenne, c'était l'intervention de Thaïs Descuffon sur BFM TV. Rappelez-vous. Qui est mise en place à l'heure actuelle. Sur le viol, vous avez dit quelque chose, vous disiez le principal danger pour les femmes en France, c'est l'immigration. Non, le principal danger pour les femmes en France, ce sont les hommes. Ce sont les hommes, puisque... Ce sont les hommes immigrés, africains, noirs et arabes. Il va terminer, Vincent. Alors Jean-Yves, quelles ont été les conséquences pour Thaïs d'avoir décrit le réel ainsi, sans filtre ? D'abord, Thaïs, on lui a tout de suite dit en sortant « Vous ne serez plus jamais réinvité ». Elle n'a plus jamais été réinvitée sur BFM TV, alors qu'elle dit des choses qu'elle fait de l'audience. Bon, elle sera plus invitée. Et elle devait être invitée sur Europe 1 par Hanouna. Et la direction du groupe Lagardère a fait savoir qu'il n'en était pas question. C'est une censure, hein. C'est une censure qu'on peut comprendre, sinon excuser, parce que ils dépendent, là encore, du CSA, de l'Arcom, qui est l'héritier du CSA d'ailleurs. Ils dépendent de l'Arcom, l'organisme de censure, dont je rappelle, parce que ça mérite d'être rappelé, le directeur général de l'Arcom est un homme proche de Georges Soros. Pour mieux comprendre cette notion de maîtrise de l'antenne, nous avons interrogé nos confrères de Radio Courtoisie, notamment Liselotte, qui va nous parler de cette notion, comment ils font respecter ceci sur leurs antennes et comment l'Arcom les contrôle. Bonjour Liselotte, nous sommes sur TV Liberté. Pouvez-vous nous expliquer la notion de maîtrise de l'antenne ? Alors, je vais essayer de vous l'expliquer, mais ça reste assez compliqué puisque il faut quand même partir d'un principe simple, c'est celui que aujourd'hui, quasiment tout peut être répréhensible selon l'interprétation. En tout cas, je pense que c'est comme ça qu'on le vit ici sur notre matinale Ligne Droite. C'est assez compliqué parce que finalement, quand on reçoit des invités, il faut à la fois réfléchir à ce qu'on va dire, retourner cette fois dans sa bouche et puis aussi se demander en permanence si ce que va nous répondre l'invité tombe sous le coup de la loi. Donc on est dans une espèce d'hyper-contrôle à la fois de soi et des invités. Le jeu étant de ne jamais laisser la moindre possibilité qu'un propos puisse être isolé, mal interprété, retourné ou bien manipulé pour pouvoir tout simplement faire fermer notre radio. Donc la notion de maîtrise d'antenne, c'est avant tout un énorme enjeu en fait. Donc Radio Courtoisie est soumis à la maîtrise de l'antenne puisque c'est un canal qui est régi par l'Arcom, c'est ça ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, régulièrement, d'ailleurs, est remis en jeu notre droit de pouvoir diffuser sur les ondes. Donc, je sais plus tous les combien c'est, mais régulièrement, donc l'Arcom va réévaluer ce qui se dit, quel est le contenu qu'on produit, et décider si oui ou non on peut garder notre antenne. Donc, l'enjeu est de taille. Et comment concrètement vous faites respecter cette maîtrise de l'antenne ? Est-ce que parfois vous allez penser contre vous-même, vous opposer à un invité juste pour faire respecter cette notion ? Alors, personnellement, non. Je vais tenter de nuancer. J'ai eu le cas ce matin avec un chroniqueur qui s'est emporté contre un homme politique et qui a eu un propos un peu insultant. Dans ces cas-là, quoi que j'en pense moi, finalement, on s'en moque pas mal. Ce que je vais dire, c'est on n'utiliserait pas ces mots-là, nous, à la radio, mais on comprend quand même ce que vous voulez dire. Justement, tout est dans la nuance et c'est là que c'est un jeu extrêmement vicieux, c'est qu'il faut vraiment maîtriser les petits moyens de pouvoir orienter la chose, de pouvoir s'en sortir. Il faut être plus malin, finalement, que l'Arcom. Donc en fait, ça peut aller très vite. Moi-même, il y a quelques mois, donc j'ai débuté justement sur Ligne Droite
et j'essaie de faire de mon mieux pour faire du bon travail. Malheureusement, pendant une émission en zone libre, donc on est censé pouvoir parler librement, j'ai fait ce qui s'appelle une essentialisation. Donc j'ai dit à l'antenne que la plupart des délinquants étaient issus de l'immigration, et comme j'essentialisais, ça n'allait pas. Donc heureusement, Franck, que je salue s'il voit cette émission à la technique, a tout de suite pu cibler ce passage-là de l'émission. Il a dû le retirer pour éviter que ça puisse être ensuite rediffusé et qu'on puisse nous accuser de quoi que ce soit. Donc voilà, ça peut vraiment aller très vite, et un propos qu'on peut lâcher comme ça dans une discussion un peu enflammée, un peu passionnée, peut réellement coûter la chaîne en fait. Première pastille, suite du feuilleton entre Cyril Hanouna et l'Arcom. Suite à l'annonce du non-renouvellement du canal de C8, Hanouna a décidé de répondre en musique et dans le thème des JO. Les nœuds sur nous peuvent s'effondrer, et l'Arcom peut nous persécuter. Peu m'importe si le public m'aime, je me fous du monde entier. Jean-Yves, répondre par la dérision à la censure, qu'en pensez-vous ? C'est la bonne démarche. Et je crois que Hanouna donne un bon exemple de ce qu'il faut faire quand on est attaqué, quand on est censuré. Et il ne faut pas plier, il ne faut pas s'incliner, il ne faut pas s'excuser, il faut cogner. Voilà. Et donc, l'Arcom le persécute, eh bien, il contre-attaque l'Arcom. Je crois qu'il a tout à fait raison. Et indéniablement, Cyril Hanouna dérange, que ce soit par le courage de certaines de ses prises de position dissidentes du système médiatique, courage des propos tenus, notamment en disant « Libération, l'humanité, même le monde font énormément de mal à la France. Libération est devenu un énorme torchon. » Ce genre de journal, je le redis, hein, Libération, l'Humanité, Le Monde, même Le Monde, je mets dedans, hein, excusez-moi. Voilà, je vous le dis, ça fait énormément de mal à la France, et ils ont fait énormément de mal à la France ces derniers mois, encore plus qu'avant. Et Libération particulièrement, ils ont basculé actuellement, comme forcément ça ne marche pas du tout pour eux, puisque c'est un torchon, je vais le dire, hein, voilà. Donc forcément, ils vont de plus en plus loin dans la provocation. Ou également dans le choix de ceux à qui il donne la parole, par exemple avec Thaïs Descuffon, nous l'avons évoqué tout à l'heure, qui devait être chroniqueuse dans l'émission de Cyril Hanouna sur Europe 1, mais c'est la chef du groupe Lagardère, je crois, qui en a décidé autrement. Commentaire de Christine Kelly: si on empêche aux téléspectateurs de choisir entre Yann Barthès et Cyril Hanouna, c'est problématique. Jean-Yves, qu'en pensez-vous ? Bah oui, y a une émission un peu assez sans frein, hein, politiquement correcte, c'est Quotidien de Barthès. Bon, très bien, mais il faut le contrepoids de l'autre côté. Et l'équivalent de Barthès en politiquement incorrect, c'est Hanouna. Donc il faut l'un, il faut l'autre. Deuxième pastille, victoire de l'AfD en Allemagne. Les médias sont amers. Alors, Jean-Yves, tout d'abord, quelle est l'analyse que vous pouvez faire de cette victoire ? D'abord, il faut voir la géographie et l'histoire. La victoire de l'AfD, elle est dans deux Länder qui sont la Thuringe et la Saxe. Qu'est-ce que c'est que ces deux Länder ? Ces deux Länder, d'abord, c'est la grande Allemagne historique. C'est Dresde, c'est Leipzig. C'est Weimar, la ville de Goethe. C'est là que l'AfD, le parti identitaire anti-immigration, a gagné. Donc ça, c'est intéressant. Deuxièmement, ce sont des Länder qui ont été dans l'ex-Allemagne de l'Est. Alors, il y a deux effets qui expliquent que l'ex-Allemagne de l'Est vote différemment de l'ex-Allemagne de l'Ouest. Il y a deux raisons. La première, c'est qu'il y a eu un peu une glaciation à l'époque soviétique. Et la deuxième, qui est peut-être la plus importante, c'est qu'à l'époque du communisme, les gens de Thuringe ou de Saxe, ils subissaient la propagande du régime communiste. Mais ils avaient aussi le point de vue alternatif qui venait de l'Ouest. L'Ouest, certaines chaînes allemandes, certaines chaînes américaines, leur donnaient un contre-point de vue. Et ils avaient finalement les deux points de vue. Ce qui explique qu'aujourd'hui, ils subissent la propagande des médias officiels
de l'Allemagne, mais ils se renseignent aussi, ils ont l'esprit critique, ils se renseignent aussi sur les médias alternatifs. Et donc, ce qui explique qu'ils votent différemment à l'Est et à l'Ouest. Et puis alors là, ce qui est très intéressant, c'est que l'AfD, en particulier celle de Thuringe, avec son chef qui est assez radical sur beaucoup de sujets, ils ont refusé la diabolisation dans tous les domaines. Ils parlent de remigration. Ils sont pour arrêter et non pas alimenter la guerre entre l'Ukraine et la Russie, entre l'OTAN et la Russie. Ils sont critiques vis-à-vis des folies de la transition énergétique. Donc, ils cochent toutes les cases du politiquement incorrect, donc toutes les cases de la diabolisation. Et résultat, ils font plus du tiers des voix. Donc, c'est une assez belle leçon, je trouve. C'est une réussite fondée malgré, ou à cause, je ne sais pas, de la diabolisation. Mais du point de vue du traitement médiatique de cette victoire de l'AfD, les médias français, toujours aussi subtils pour parler de ceux qui remettent en cause l'immigration et le système, titrent pour l'Express « AfD, ce cancer localisé qui se rapproche dangereusement de Berlin ». Rien que ça. Quant aux médias allemands... Je croyais que les comparaisons médicales, c'était l'extrême droite qui faisait ça. Oui, mais là, ça va. C'est pour dénoncer l'extrême droite. D'accord, c'est pour dénoncer l'extrême droite, tout va bien. Et en Allemagne, la rédactrice en chef de la télévision publique ZDF compare la victoire de l'AfD à Thuringe le 1er septembre 2024 à l'attaque allemande contre la Pologne le 1er septembre 1939. C'est vraiment le délire complet, quoi. Troisième pastille internationale, France Info au summum de sa forme. Sur 2 articles, ils ont fait particulièrement fort, notamment le premier article, alors c'était en Ukraine pour le premier, qui dit dans le texte que les prisonniers ukrainiens ont froid dans les prisons en hiver et chaud dans les prisons en été. Et deuxième article qui concerne le conflit israélo-palestinien. Alors cet article compte la manière dont sont vaccinés notamment les enfants. Et cet article dit notamment dans le texte « L'atmosphère est presque festive ». Alors voilà comment France Info présente la situation à Gaza. Qu'en pensez-vous ? C'est pour expliquer que les vaccins, c'est formidable. Enfin, les vaccins, ça protège quand même pas des bombes. Donc, c'est un petit peu paradoxal comme expression. Quant au sort des prisonniers ukrainiens en Russie, c'est sûr que la Russie, c'est un pays qui a un climat continental. Voilà. Et donc, dans les pays de climat continental, il fait froid l'hiver et il fait chaud l'été. Mais bon, France Info le découvre apparemment. Quatrième pastille, les intérêts des oligarques français en Ukraine. Comme le souligne le journal Challenge, Xavier Niel est le premier investisseur étranger en Ukraine. Donc, il est également propriétaire, entre autres, de Le Monde et Courrier International. Alors, d'après vous, justement, au sujet de l'Ukraine, ces médias défendent-ils une position équilibrée ou plutôt les intérêts de M. Niel dans ce pays ? Écoutez, Niel, qui contrôle aussi Le Parisien, en tout cas la femme de M. Niel, avait eu cette formule assez jolie, quand un journal m'embête, je l'achète. Ce qui donne une idée de ce qu'il peut penser de l'indépendance de ces journalistes. Et donc, effectivement, les journaux qu'il contrôle sont tout à fait partisans de l'Ukraine et de la guerre otano-ukrainienne face à la Russie. Ça correspond à ses intérêts. Bon, c'est une heureuse coïncidence, certainement. Dernière pastille, dissonance médiatique. Quant aux Jeux Olympiques de Paris, on a ces articles un petit peu contradictoires. Le Figaro qui titre « Paris 2024 a permis à la France de faire le plein de touristes étrangers ». Le Monde, tourisme, un été décevant malgré les JO, sous le signe de l'inflation, ou encore les musées parisiens et le château de Versailles affichent une fréquentation estivale. Alors, comment expliquer cette contradiction ? Qui ment ? Qui dit la vérité ? C'est peut-être deux angles de regarder, deux angles pour regarder la réalité. Je crois que le Monde, en l'occurrence, me paraît un peu plus objectif.
factuel, la baisse des fréquentations des musées parisiens du château de Versailles, c'est un fait, la baisse des fréquentations des restaurants, c'est un fait, donc ça me paraît plus factuel. Je pense que le Figaro s'est borné, comme c'est malheureusement souvent le cas, à recopier une dépêche de l'agence française de propagande. On arrive déjà au terme de ce numéro 504 d'Immédiat. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube et à la newsletter de TV Liberté sur le site tvl.com pour être tenu informé de toutes nos actualités. Jean-Yves, merci d'être de retour parmi nous. On ne se quitte pas sans le portrait piquant du jour consacré à Laure Mandeville, qu'on surnomme Bon baiser de Washington. Lecteurs du Figaro, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles avec le portrait de Laure Mandeville, plaisamment surnommée Bon baiser de Washington. Vous allez comprendre pourquoi. Laure Mandeville est au Figaro ce que Sylvie Kaufmann est au Monde. Une vigie à carte de presse française, répandant les patenôtres américaines en Europe, tout en les saupoudrant d'un psychologisme propre aux journalistes français, pour qui toute déviation par rapport à la norme atlantiste est forcément pathologique. Soyons justes, il faut lui reconnaître, au même titre qu'André Berkoff, d'avoir pressenti la lame de fond populiste qui a consacré Trump en 2016. Il n'est pas rare de la croiser sur les plateaux de C'est dans l'air, de CNews, de TV5 Monde ou sur Europe 1. Née au Puy-en-Velay en 1962, Laure Mandeville est détentrice d'une licence en russe et en polonais obtenue à Toulouse. Puis elle ressort doublement diplômée de l'IEP de Paris en relations internationales et en études soviétiques. Elle parachève sa formation en 1987 au Centre d'études russes de Harvard. Sa carrière se déroule entièrement au Figaro, où elle rentre en 1989. Grand reporter au service de politique étrangère, elle couvre la communauté des États indépendants et les pays de l'Est. De 1997 à 2000, elle est chef du bureau du Figaro à Moscou, puis sera en poste à Washington de 2009 à 2016. Elle a été longtemps présidente de l'Association des journalistes France-Russie et collabore avec la revue Politique Internationale. Elle est chercheuse associée de l'Atlantic Council, un des outils d'influence du soft power américain. En avril 2018, elle réussit un prodige. Annoncer dans le Figaro papier, la défaite aux élections en Hongrie de Viktor Orban, qui les remportera haut la main, tout en expliquant les raisons de cette défaite. Allez, je ne résiste pas au plaisir de citer partiellement l'article de Logim du 10 avril 2018 consacré à cette affaire. Je cite. La malheureuse correspondante, dans la première édition papier du Figaro, laissait prévoir, avec espoir, la défaite d'Orban avec le titre « Hongrie, Orban, père de sa superbe ». Titre calqué mot pour mot sur un article de l'Humanité. Là, la participation est supérieure à 69%, en hausse de 7 points. Orban obtient près de la moitié des voix, progresse de 4 points par rapport aux élections précédentes et obtient les 2/3 des sièges. Je poursuis. La dernière édition papier tente de rattraper la boulette en titrant « Un 3e mandat pour Orban ». Mais le sous-titre s'en mêle tout de suite les pinceaux. Je cite « Malgré une mobilisation historique de près de 70%, qui avait poussé l'opposition à espérer une percée, le Premier ministre est reconduit confortablement. » Fermez les guillemets. Il n'est pas nécessaire d'être un expert en interprétation des chiffres électoraux pour comprendre exactement le contraire. Orban n'a pas gagné malgré la participation massive, mais grâce à celle-ci. L'affaire laisse une étrange impression. S'agit-il d'un poisson d'avril à retardement? D'un article humoristique sous forme de pastiche? D'un aveuglement à caractère compulsif? De toute façon, un cas d'école pour les étudiants en journalisme.
Après l'attentat contre Donald Trump en juillet 2024, Laure Mandeville soulignera, je cite, « la très large part de responsabilité de l'ancien président ». Bon baiser de Washington.